Je le disais donc, l'horreur à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Une petite fille de 12 ans a été violée, menacée de mort samedi par 3 adolescents du même âge parce qu'elle est juive. Jean-Baptiste Marty, qu'est-ce qu'on peut dire ce matin ? Quelles sont les dernières informations que vous savez ? Eh bien, les dernières informations, c'est que 2 des 3 agresseurs ont eu un mandat de dépôt hier soir très tard. Le 3e a été remis en liberté. Ce qui a été retenu donc pour ces 3 agresseurs, donc c'est une mise en examen pour viol en réunion, menace de mort, injures et violences antisémites. Donc, 2 des agresseurs sont actuellement incarcérés. Il y a une mesure de prévention pour le dernier qui a 12 ans. Détention même pour des jeunes gens de 12 ans ? Eh bien oui, parce que l'âge limite c'est 13 ans. En dessous de 13 ans, on ne va pas en détention, mais si on a plus de 13 ans, on peut y aller directement. Est-ce qu'on connaît le profil de ces jeunes gens ? Est-ce qu'ils étaient déjà connus des services de police ? Non, on n'a pas encore le profil, mais visiblement ils ne sont pas connus des services de police. Bon. Est-ce que le caractère antisémite de l'agression est reconnu, dites-vous, en parole et en acte, en injure, mais est-ce qu'il est également reconnu dans le viol ? Eh ben non. Nous, ce que l'on a comme information, c'est que un des agresseurs aurait déclaré aux enquêteurs avoir agi par vengeance, car la victime lui aurait caché qu'elle était juive. Et un autre agresseur, le 2e qui a 13 ans, aurait justifié son geste suite à des propos tenus par la victime sur la Palestine. Je vous propose d'écouter, ce matin, j'étais avec Jacques Kossowski, qui est le maire de Courbevoie. Il était ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Il est maire depuis 1995. Il a été réélu à 4 reprises. Il est membre du conseil municipal depuis 1983 et c'est un homme politique républicain. Cette jeune fille de 12 ans qui a subi cet acte odieux, pour pas dire, disons ce crime, elle ne pourra jamais l'oublier. Quel que soit son âge, tous les psychologues qu'elle pourra voir, ça ne pourra pas être oublié. Et ça, dans ma commune, j'ai été très surpris que cela se fasse. On n'est pas, bien entendu, à l'abri de tout, mais vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que des jeunes de 13, 14 ans puissent faire des actes comme cela. L'antisémitisme, faut dire que, très honnêtement, quand on voit cette campagne aussi, en même temps, je suis désolé de le dire, mais aux européennes, ça n'arrange pas les choses. Il met un lien évidemment avec cet antisémitisme, je disais tout à l'heure, d'atmosphère au minimum, et puis parfois d'antisémitisme qui passe aux actes, qui existe en France depuis le 7 octobre dernier. Jean-Luc Mélenchon a réagi il y a quelques minutes, horrifié par ce viol à Courbevoie et tout ce qu'il met en lumière concernant le conditionnement des comportements masculins criminels dès le jeune âge et du racisme antisémite. Solidarité et pensée émue pour la victime et ses proches. J'espère que les soins, secours et accompagnement sont pris correctement en charge et qu'on ne transforme pas ce crime ni la souffrance qu'il engendre en spectacle médiatique. Je vous propose d'écouter Julien Drey également. Il était sur Europe 1 et sur CNews ce matin. Tous ceux qui vont commencer à nous dire « attendez, il faut voir, de la prudence, il faut que l'enquête » sont en train de minoriser, comme on l'a fait dans d'autres affaires, la gravité des faits. Et cette gravité, elle est terrible. Et c'est pour ça que les politiques doivent maintenant, non pas polémiquer, mais comprendre la situation dans laquelle se trouve cette société. Moi, vous savez, j'ai des centaines d'amis juifs qui passent leur temps à me dire maintenant « est-ce qu'on a encore notre place en France ? Est-ce qu'il faut qu'on se prépare à partir ? Est-ce que c'est pas déjà trop tard ?» Et c'est la question qui est posée, parce que la France est en train de perdre ses juifs. Et on sera tout à l'heure effectivement avec Laurence sur ce sujet, Laurence qui est de confession juive et qui nous écoute. Mais avant cela, je voulais que nous entendions Geoffroy Didier, il est secrétaire général délégué des Républicains. Il était interrogé par Laurent Tessier. Il va nous permettre d'aborder le sujet que je vais aborder avec Monsieur Couvi dans un instant. C'est l'irresponsabilité pénale des enfants de moins de 13 ans qui est aujourd'hui en vigueur. Et faut-il arrêter cette irresponsabilité pénale ? Je suis déterminé à ce que la loi s'adapte aux pires évolutions de la société. Et pour cela, je demande à ce qu'il soit mis fin à l'irresponsabilité pénale d'enfants de moins de 13 ans, parce que l'un des auteurs présumés n'avait que 12 ans. Et lorsqu'on a 12 ans et qu'on viole une fille, on est en fait un adulte. Et on doit donc être considéré comme un adulte. Aujourd'hui, à moins de 13 ans, on ne peut se voir imposer qu'une mesure éducative. Vous imaginez un violeur antisémite qui ne subirait de la loi qu'une mesure éducative? Je demande donc que soit mis fin à l'irresponsabilité pénale quasi absolue des enfants de moins de 13 ans. Dans ce drame de Courbevoie, il y a 2 sujets. Il y a évidemment la menace antisémite et puis il y a l'attitude de ces jeunes gens de 11 ans, 12 ans, 13 ans qu'on découvre depuis
depuis 1 an peut-être, à l'occasion des émeutes, même si ça existait avant, mais ça nous est sauté au visage au moment des émeutes, il y a 1 an exactement. Alors Monsieur Couvi, d'abord je vous remercie une nouvelle fois d'être ici. Vous êtes secrétaire national du syndicat de police unité. Vous êtes sur le terrain avec vos amis, ou le fait d'être syndicaliste aujourd'hui vous a éloigné un peu du terrain? Alors, je suis sur un autre terrain. Effectivement, je suis plus sur le terrain proprement parlé dans un commissariat parce que le syndicalisme, ça demande aussi beaucoup de temps. Et on doit structurer des choses, on doit porter notamment la parole des policiers dans des commissions, etc. Et c'est vraiment un plein de temps. En revanche, je passe beaucoup de temps à écouter mes collègues. Là, en ce moment, on a des collègues qui viennent en stage aussi au bureau national. Je me déplace souvent dans les commissariats et les services parce que nous, en fait, on est juste le truchement de ce qu'ils pensent. Et on est là pour porter leur voix, porter leur colère des fois aussi, et faire, en fait, quelque part, nous sommes des sociologues de terrain. C'est-à-dire qu'on voit les choses, on voit la société qui évolue, et en fait, nous, on tire des bilans et on alerte aussi les pouvoirs publics. Ça, c'est notre rôle aussi à nous, de porter ce pouvoir-là, cette voix-là. Et justement, ce qui m'intéresse, c'est ces jeunes gens aujourd'hui, qui ont parfois 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui sont des délinquants. Est-ce qu'il existe un profil type de ces jeunes délinquants extrêmement jeunes? Alors, le seul profil qu'on pourrait dire souvent, c'est effectivement un noyau familial un peu déstructuré, où on voit effectivement, voilà, c'est un environnement aussi. Souvent, vous faites votre éducation à travers votre environnement, qui soit proche. Donc, c'est les parents directement. Et après, votre environnement, en fonction de là où vous vivez. Tout ce que vous entendez, des gamins de 12-13 ans, ils regardent pas forcément les chaînes d'information, ils se structurent pas intellectuellement, ils prennent des bribes d'informations, ils prennent aussi beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux où il y a pas de filtre. Et donc, c'est du brut, c'est de la manipulation. On voit que des fois, il y a des instrumentalisations, justement, des esprits qui sont en construction. Et on se rend compte, d'ailleurs, dans des histoires où on a un mélange, là, par exemple, d'antisémitisme, avec une demande de rançon, avec une vengeance. Enfin, tout est mélangé dans cet esprit. Et en fait, c'est ça qui nous surprend, et c'est cette violence. Et j'allais dire, c'est très cru. C'est que les gamins aujourd'hui, c'est pas blanc ou noir, quoi. Je veux dire, c'est vraiment très cru. Et à côté de ça, veut dire quoi, c'est très cru? Ils vont parler de sexe crûment. Il y a plus d'amour, en fait. Je pense qu'au lieu de donner on voit des fois dans les écoles, on leur donne une instruction sur le sexe, la reproduction. Je pense qu'on devrait aussi leur donner une instruction sentimentale, savoir ce que c'est que les sentiments, savoir comment on peut tomber amoureux, ce que c'est que l'amour. Et on parle pas de ça, en fait. On parle vraiment de choses très crues. Voilà. Et les gamins, en fait, ils ont pas de filtre. Et nous, on le voit, et c'est de plus en plus généralisé. Forcément, c'est une partie sans doute de la jeunesse et de jeunes gens où le père, la mère sont absents pour plein de raisons et ne font pas le travail d'éducation. Qu'est-ce que vous préconisez, vous, pour ces jeunes gens ? Moi, ce que je préconise, effectivement, déjà, je pense qu'il faut ausculter aussi les parents, parce que là, encore une fois, quand on a des enfants qui commettent ça, il faut voir aussi quelle est la structure des parents, comment ça se passe à la maison, et puis après, il faut on devine comment ça se passe à la maison. On devine que le père, je crois que c'est Aldo Naouri, qui est un psy très célèbre, qui disait le problème de la banlieue, parce que souvent c'est dans des quartiers difficiles, c'est dans des quartiers socialement difficiles, économiquement difficiles. Le problème de ces quartiers-là, c'est précisément l'absence de père. Alors qu'avant, le père était présent. La famille était structurée. Aujourd'hui, la famille, elle a explosé. Il y a beaucoup de divorces. Les pères passent et puis ne s'occupent plus des enfants. Et vous avez des familles monoparentales avec des femmes perdus, démunis, qui sont là avec 3, 4 enfants parfois à les élever. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut l'irresponsabilité pénale doit tomber, par exemple, selon vous ? Alors oui, il faut effectivement que des responsabilités pénales tombent. Il faut aussi, surtout, moi j'aime bien Maurice Berger, c'est un pédopsychiatre très reconnu qui mériterait d'ailleurs d'avoir une place, lui, dans un gouvernement un jour, parce qu'il est dans la matière et il sait comment faire avec les jeunes. Effectivement, il leur faut des butées, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme avec vos enfants. Vous mettez un contrat, vous dites attention, je te préviens, si tu fais pas ci ou pas ça, t'es pas correct, tu seras puni. Mais la sanction, elle a tombé. Et à chaque fois, en fait, on sursoit cette sanction. Et donc, les enfants, ils ont besoin de se construire. D'ailleurs, on le voit quand à un moment donné, on les récupère, notamment dans l'armée, ou si on envoie dans la police qui viennent parce qu'ils ont besoin d'une structure, ils ont besoin, entre guillemets, d'une hiérarchie. On leur dit comment faire, quoi faire, etc. D'un cadre. C'est tout bête, mais c'est un cadre. Mais non, c'est pas tout bête.
Oui, c'est l'essentiel. Mais c'est en l'essentiel fait. parce qu'on est des bons pères de famille et on Bien sait sûr. comment faire. Ils doivent être Et à côté cadrés. de ça, il y a 2 jours, j'étais dans le métro, et ben il y a un petit Redouane. Vous voyez, des fois on peut avoir des idées toutes faites. Il y avait une classe qui était là, une classe à l'image de la société française, créolisée, comme pourraient dire certains. Moi, j'aime pas ce mot-là parce que je trouve que c'est rédhibitoire. Mais bon. Et en fait, le petit gamin, à un moment donné, il me voit, j'étais avec ma valise, et il se lève, et la maîtresse me dit, bah écoutez, il vous laisse la place, asseyez-vous. Mais très très gentil. Et donc du coup je dis non, mais c'est bon, les enfants, faut les laisser sur la banquette du métro. Elle me dit non, il a fait ça, et quelque part j'ai compris que si je m'asseyais pas, j'allais lui faire même une offense. Donc je me dis qu'en fait les gamins, ils avaient 10 ans, il y avait ce mélange là, et encore une fois on le voit que c'est effectivement l'éducation des parents, Bien l'éducation sûr. de l'école, des repères de la société. Et un enfant, il n'est pas méchant. En fait, c'est l'environnement qui le rend comme ça. Vous avez parfaitement raison. Voilà. Mais vous avez parfaitement raison. Et souvent, nous avons eu la chance d'avoir des parents qui s'occupaient de nous, qui nous ont accompagnés, bien évidemment, qui nous ont aimés, bien sûr. Et que serions-nous tous individuellement si nous avions grandi sans un père qui fait attention à nous, sans une mère qu'on ne voit jamais, que sais-je. Alors, je veux pas généraliser, bien sûr, et créer un profil type, mais c'est vrai que ces enfants-là, bien évidemment, il y a des problèmes familiaux importants. Oui. Alors, en même temps, une fois qu'on a eu ça, la société doit se protéger. Et moi, je pense d'abord à la société, en priorité. On est avec Laurence, justement. Et Laurence, vous êtes de confession juive. Oui, bonjour Pascal. J'entendais Julien Drey qui disait certains juifs pensent à partir. Oui, alors je corrobore avec tout à fait ce que disait Julien Drey, parce que dans mon cercle d'amis, j'ai des amis qui partent prochainement, définitivement de la France. Pourquoi ? Parce que au vu de ce qui se passe, au vu depuis le 7 octobre, encore plus, certains nous disent que nos valises sont prêtes. Dans le cas où on est voué à partir, surtout avec ce qui se passe, vu les élections, si le LFI passe, on est prêt à partir, à faire nos valises et quitter, parce que c'est la France n'aura plus de place. On n'aura plus de place dans la France. On ne pourra pas. Vous travaillez dans une école juive ? Oui. Vous voyez alors une moi, forme je me suis arrêtée. Qu'est-ce que vous faites ? Alors moi, je suis enseignante. Ça fait presque 30 ans que j'enseigne dans une école juive. Là, je me suis arrêtée une petite année, mais je suis dans les classes. Alors j'ai fait des petites classes jusqu'en CM2. Moi, je suis dans au premier degré, et je vois que de plus en plus de personnes, de parents de confession juive préfèrent mettre leur enfant pour des mesures de sécurité, et pas de communautarisme seulement, mais surtout de sécurité, dans les écoles juives, pour amener un certain apaisement tous les jours quand ils les emmènent à l'école. Et on le voit aujourd'hui avec la petite jeune fille qui est à Courbevoie. Courbevoie, c'est pas quand même une banlieue sensible. Moi, j'habite pas très loin de Courbevoie. J'ai jamais ouï dire qu'il y avait des problèmes comme celui-ci. C'est une première. Quand j'ai vu les informations hier qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux, je n'y croyais pas. Je pensais vraiment à un fake. Mais là, c'est grave. C'est grave. Au nom d'une idéologie, des gamins qui ne connaissent rien à l'histoire, parce que on leur a insufflé une idée, et se voient à faire ce genre d'actes. On va marquer une pause, Laurence, mais c'est ce qu'on appelle l'antisémitisme d'atmosphère qui existe en France depuis le 7 octobre. On va rester ensemble avec Jean-Baptiste Marty, qui est journaliste service police justice d'Europe 1. Évidemment, Jean-Baptiste, si vous souhaitez intervenir et pourquoi pas nous apporter des précisions, vous le faites. On est avec Monsieur Couvi également. Je le répète, ce drame révèle 2 interrogations. L'interrogation avec qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes gens, 11, 12 ans, 13 ans et parfois même avant, 10 ans, et puis également la menace antisémite qui pèse sur la France et notamment sur les Juifs. Il est 11h27, à tout de suite. Et comme Laurence, vous pouvez réagir en composant dès maintenant le 01 80 20 39 21 avec Pascal Praud de 11h à 13h sur Europe 1. Avec Guillaume Dominguez à 11h31. L'émotion et le choc à Courbevoie, en région parisienne. Une jeune fille de 12 ans a été violée et menacée de mort parce que juive. Ces 3 agresseurs présumés ont été mis en examen. 2 d'entre eux ont été placés en détention provisoire. Fissure dans l'armure du nouveau Front populaire. L'investiture dans la première circonscription du Vaucluse du triple fiché S Raphaël Arnaud divise. Le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel demande à la France insoumise de retirer sa candidature. N'ayez pas peur d'aller voter. Le message d'Emmanuel Macron aux électeurs en marge du 84e anniversaire de l'appel du 18 juin. Le chef de l'État pourrait maintenir Gabriel Attal à Matignon en cas de victoire de la majorité aux
aux législatives. C'est une information Europe 1. Si le Rassemblement national l'emporte dans les urnes, il envisage de mettre fin à l'interdiction de louer des passoires énergétiques. Une mesure d'urgence destinée à débloquer le marché de la location en France. Et à 11 jours des législatives, Jordan Bardella est au salon de défense Eurosatory. Le leader du RN devrait y clarifier ses positions sur l'Ukraine et Israël. Israël, où l'armée a approuvé et validé hier soir dans un plan d'offensive au Liban. Nous sommes très proches du moment où nous déciderons de changer les règles du jeu contre le Hezbollah et le Liban. Dans une guerre totale, le Hezbollah sera détruit et le Liban très sévèrement touché, assure hier soir le ministre israélien des Affaires étrangères. Et bonne nouvelle pour les franciliens, la portion d'autoroute A13 fermée depuis la mi-avril rouvrira complètement à la circulation le 24 juin. Une réouverture en 2 temps. D'abord dans le sens province-Paris sur 2 voies dès jeudi matin, puis une réouverture totale dans les 2 sens de circulation dès lundi soir en fin d'après-midi. L'Euro de football, l'équipe de France se prépare à jouer sans Kylian Mbappé. L'attaquant français souffre d'une fracture du nez. Il sera probablement forfait pour le prochain match vendredi soir contre les Pays-Bas. Et au programme de l'Euro aujourd'hui, Croatie-Albanie à 15h, Allemagne-Hongrie à 18h et Écosse-Suisse, ce sera pour 21h. Extraordinaire langue française quand même, Guillaume Dominguez, puisqu'on dit le verbe, et vous l'avez dit, rouvrir. Donc l'autoroute rouvrira, et on ne dit pas réouvrir, mais en revanche on dit la réouverture. Formidable. Vous maîtrisez cela de main de maître. On m'a donné de très bons conseils. Guillaume Dominguez. On devrait faire comme ça une petite pilule, parce qu'on fait tous des fautes de français, d'orthographe, de vocabulaire. Non, pas tous. Mais non. si. Non. Mais tout le monde. Moi, l'exemple que je vous ai cité 50 000 fois, ils se sont parlé. Vous écrivez comment parler? Et S? Bah oui. Bah bien sûr. Eh ben non, justement. Non. C'est COI, complément d'objet indirect. Voilà. Oh non. Ils se sont parlé et ils se sont vus. Ah ben US. Bah oui, Voilà. US, comme aux États-Unis. Oh là là. Non, mais, bon, et ça fait partie des subtilités de la langue française. Et évidemment, on ne fait pas le malin. Tout le monde fait des erreurs. Moi, je le disais hors antenne, pendant des années, moi je disais Zidane débute le match, par exemple. Et puis un jour, j'ai reçu un courrier d'un professeur agrégé. On ne débute pas un match. Voilà, débuter est intransitif, monsieur, m'écrivait-il. On ne débute pas quelque chose. Le match débute à 20h30, mais on commence un match, mais on ne débute pas un match. Et alors, évidemment, toutes ces subtilités passent parfois bien au-dessus de la tête des uns et des autres, mais c'est la France, c'est notre langue, chers amis. Merci Guillaume Dominguez. À tout à l'heure. 11h-13h sur Europe 1, Pascal Praud et vous. On était avec Laurence Keldier, passionnant, émouvant, touchant et inquiétant, bien sûr, mais Jean-Baptiste Marty, qui est journaliste service police-justice Europe 1, voulait rappeler les conditions pour les jeunes gens. Pour la justice des mineurs. Exactement, pour la justice. On va essayer de faire un point. Voilà. Donc, si on a plus de 13 ans, il y a plusieurs cas de figure. La plus légère, à la fin, c'est d'avoir un travail d'intérêt général. On peut aussi passer en détention à domicile, c'est-à-dire sous surveillance électronique, donc le bracelet. Et la plus sévère, c'est la peine d'emprisonnement. Donc là, on peut être détenu dans des quartiers des mineurs. Il faut savoir que le casier judiciaire d'un mineur peut être effacé au bout de 3 ans. En revanche, si on a moins de 13 ans, c'est des mesures éducatives judiciaire, donc on en parlait tout à l'heure, et là il existe 4 modules. Donc le premier module, c'est le module d'insertion, donc on peut être placé dans un internat par exemple ou dans un accueil de jour. Il y a le module ensuite de réparation, donc ça peut être la médiation par exemple entre l'agresseur et la victime. Il y a aussi le module de santé, placement dans un établissement médico-social, et enfin le module de placement, donc ça peut être par exemple dans la famille ou chez des proches dignes de confiance. Voilà. On va continuer la discussion ensemble, mais Monsieur Couvi, une information qui est tombée, que nous donne l'AFP il y a quelques secondes, en Seine-Saint-Denis, un homme abattu par la police municipale après l'agression au tournevis, d'un agent de voirie. Et c'est une source policière. Je ne sais pas si vous avez déjà des informations sur ce drame que vient de communiquer l'AFP. Non, j'en ai pas, mais en même temps, on sait qu'on vit aujourd'hui, on est dans un monde depuis 2015, on sait bien que on est dans un monde ultra violent, que les policiers sont des cibles, que les agents sont des cibles, les agents municipaux ou même de la fonction publique deviennent des cibles parce qu'ils représentent l'État et ils représentent tout ce que certains n'aiment pas et ne supportent plus.
Bon, bah là, c'est un policier municipal. Oui. Hein, la police municipale n'est pas toujours... un homme a été abattu. Nouvelle dépêche qui tombe à l'instant, mercredi matin à Aubervilliers, par la police municipale après l'agression au tournevis d'un agent de propreté. Au cours de cette agression survenue lors d'une grande opération de nettoyage, un agent de voirie et un policier ont été blessés sans que leur pronostic vital ne soit engagé. L'auteur a été ensuite tué par un policier municipal qui a fait usage de son arme à 2 reprises, selon l'une des sources. Lorsqu'un policier tue dans l'exercice de son métier une personne, il est mis en garde à vue immédiatement. On pourrait l'entendre sous une autre forme peut-être que de la garde à vue. Et là, il subit quelque chose qui peut être traumatisant, disons-le, et difficile en tout cas. Même si la mort d'un homme, bien sûr, il ne s'agit pas de diminuer. Nous, on n'a pas le mot tuer, forcément, on dit neutraliser, parce que l'idée, c'est quand même de stopper une agression. Si la personne est blessée et que l'agression est stoppée, top là, hein, je veux dire, nous... voilà. Mais est-ce que vous regrettez cette procédure? Est-ce que vous voudriez que cette personne soit entendue sous une autre forme que... Alors en fait, c'est ce qu'on dit toujours, l'enquête, elle existe. Quand il y a une enquête, qu'il y a des zones d'ombre, on peut devenir suspect. Dans ces cas-là, il peut y avoir effectivement... une mise en garde à vue, parce que ça ouvre aussi des droits, notamment de s'entretenir directement avec un avocat. Et souvent, c'est psychologiquement, je peux vous dire que quand vous avez quelqu'un, parce qu'il y a tout qui vous tombe dessus, hein, et quand vous avez quelqu'un qui vient vous aider, un conseil pour vous expliquer comment ça va se passer, etc., ça vous soulage. Après, si tout se passe bien et qu'aux premiers éléments d'enquête, on voit bien que la procédure a été respectée, le code de sécurité intérieure, ou même la légitime défense, vous pouvez très bien être interrogé comme témoin, tout simplement. Et le lendemain, c'est-à-dire que vous avez, il n'y a pas de... Mais souvent, les magistrats le font parce que, ils ne maîtrisent pas trop non plus l'usage de l'arme. Nous, on milite pour que les magistrats fassent des stages de sensibilisation à l'usage de l'arme dans un endroit dégradé, de nuit, avec du bruit, du stress. Quand vous êtes en stress, vous perdez 70% à 80% de votre vision latérale. On appelle ça l'effet tunnel. Enfin, je veux dire, c'est des choses qu'il faut vivre. Et les magistrats, je les blâme pas, mais parce que il faut aussi qu'eux fassent l'effort et non pas de faire juste un petit stage de 15 jours, mais vraiment de savoir ce que c'est de tirer avec une arme, d'utiliser même un taser sur une personne. Vous savez que des fois ça ne marche pas parce que pour X raisons, les aiguillons ne se plantent pas bien ou la personne n'est pas trop sensible à ça. Et donc voilà. Et donc nous, c'est ce qu'on demande. Merci Monsieur Couvi. Alors Laurence était avec nous. Si vous étiez là il y a un petit quart d'heure, Laurence est professeure dans une école juive, inquiète évidemment pour les Juifs de France. Elle imagine peut-être un jour quitter la France, mais elle vit ces agressions et dont la dernière à Courbevoie, comme au-delà du drame d'ailleurs, comme une répétition, comme un jour sans fin peut-être, Laurence. Voilà, exactement. En fait, c'est un cercle, une histoire qui revient. C'est l'histoire de nos aïeux qui revient. Et je veux souligner justement que moi j'ai mes enfants, j'ai un enfant qui est en université, qui n'a pas encore souffert des chaos de l'université. On a laissé faire, on a laissé entrer la politique et des conflits géopolitiques dans l'enceinte de l'université. Personne n'a rien fait. Ça paraissait normal, mais ce n'est pas normal. C'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être dans la République, parce que l'école, comme l'université, les universités, sont des lieux de la République. Je ne comprends pas qu'on puisse instaurer des choses pareilles, des révoltes géopolitiques dans l'enceinte d'une université. Il n'y a pas longtemps, on a pu éjecter un étudiant parce que de confession juive. Est-ce que c'est normal qu'on arrive à ce genre de... Mais parce que Laurence, vous avez bien compris, quand vous dites « je ne comprends pas », vous comprenez tout. C'est instrumentalisé, vous savez très bien, c'est instrumentalisé, c'est parfois un prétexte. Bien sûr. Et que le drame qui se passe à Gaza est instrumentalisé à des fins politiques partisane en France. Exactement, c'est ce qui va arriver. Et moi, je fais un appel à tous les Juifs de France qui nous écoutent grâce à votre antenne. Moi, j'appelle à ce que les Juifs de France prennent une décision à travers leur vote raisonnable qui puisse nous sauver, parce que nous sommes dans un tournant de l'histoire française qui... Mais vous-même, Laurence, vous allez voter pour qui ? Je n'ai pas trop le choix, on va dire un peu. Je n'ai pas trop le choix. Je comprends LFI, à demi-mot ce que vous voulez dire. Voilà, le LFI ne nous offre pas un avenir
brillant pour nous de confession juive. Je peux pas dire qu'il soit partisan de notre cause. Hein. Voilà, vous en déduirez ce que vous voudrez. Nous n'avons pas trop le choix. C'est pour ça que je dis à tous les juifs qui nous écoutent en ce moment de faire un vote raisonnable quant à notre avenir en France. Merci beaucoup, Laurence. Vous aviez dit que vous étiez, cette année, vous aviez pris une année, si j'avais bien compris, de rupture, ou en tout cas une année sabbatique. Oui, je vais reprendre de toutes les façons, parce que c'est un métier, c'est une vocation. J'ai essayé de faire autre chose, mais on ne peut pas se détacher d'une vocation qui est l'enseignement. Voilà. Eh ben, je vous remercie, comme je vais remercier Jean-Baptiste Marty. Oui, parce qu'on est mercredi, en plus, ça marche pas. Bon, Jean-Baptiste Marty, qui est journaliste. Vous saviez qu'il y avait un évêque qui était un archevêque très célèbre à Paris, qui s'appelait Marty, Monseigneur Marty. Il y en a beaucoup des Marty en France. Ah, bon. Par définition, ça ne veut pas être votre père. Non, c'est une belle anecdote, Est-ce que vous êtes le fils de l'archevêque de Jean? Ça, c'est drôle. Peut-être, j'en sais rien. C'est possible. Oui, quoi. Bon, journaliste, service politique, justice d'Europe 1. Et puis, je remercie Jean-Christophe Couvi, qui aime le football féminin, Jean-Christophe Couvi. Et oui, parce que ma fille fait du foot féminin, et justement, je trouve que c'est un travail des éducateurs qui est formidable, parce que je rigole, mais je dis que moi, fait du foot, c'est le football agricole, parce que c'est une petite commune. Il y a des bénévoles qui sont là, qui encadrent les jeunes. C'est le foot à l'ancienne. C'est le foot à l'ancienne. C'est coup de tête. Mais franchement, il y a des jeunes, même dans les campagnes, qui sont paumés, parce que les parents s'en occupent pas. Et les éducateurs sont là pour leur redonner justement ce cadre. Il n'y a pas que la police, que la justice, que l'éducation nationale. Et elle a un bon niveau, votre fille? Elle a quel âge? Elle a 12 ans, elle va avoir 13 ans bientôt. Donc elle est en U13. Elle est en U13, c'est ça. Et elle joue quelle place? Elle joue latérale, gauche ou alors au milieu, parce qu'elle a des grandes jambes. Non, moi je suis rugbyman, moi. Alors comment elle s'est mise au foot? C'était votre épouse ou votre compagne qui Pas du tout, non, c'est à l'école, elle jouait avec les garçons, et puis à un moment donné, dans les cours... C'est sympa le foot. Par exemple, aux États-Unis, moi quand j'ai été allé en 94, ça m'avait frappé le nombre de filles qui jouaient au foot. En France, c'était pas encore la mode, et maintenant, beaucoup de femmes jouent au foot. Et beaucoup d'éducateurs aiment bien le foot féminin, parce qu'en fait, elles obéissent aux consignes, elles écoutent et elles sont très structurées. C'est-à-dire que les filles obéissent plus que les garçons qui partent dans tous les sens. Bon. Et voilà. Bon, en tout cas, merci Monsieur Couvi, c'est toujours un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. On va marquer une petite pause. Le football coup de tête, disais-je, en référence à un film très célèbre de 1978 ou 79 avec Patrick Devers. Est-ce que vous auriez la musique de coup de tête, la musique de Pierre Bachelet? Elle est extraordinaire, cette musique. Et ce film, coup de tête, c'est le réalisateur qui a fait Le Nom de la Rose et qui avait fait également le film sur Notre-Dame. Personne ne va vous aider, là. Je vais regarder. J'ai son nom. Vous êtes tout seul, mon ami. Le Nom de la Rose, vous avez quand même vu Le Nom de la Rose. 1979, le réalisateur, c'est Jean-Jacques Arnaud. Jean-Jacques Arnaud. Voilà, Jean-Jacques Arnaud. Et pas qu'il me pardonne, l'ours. Jean-Jacques Arnaud. Et la musique de coup de tête, elle est formidable. Et vous avez Jean Bouise, Patrick Devers. Et puis déjà à l'époque, c'était un film sur la bêtise humaine, en fait. Oui. C'est la chasse à l'homme, parce qu'il a raté un but, je crois, qu'il est fait monter. Oui, alors c'est tout. Mais encore une fois, qu'il est accusé de viol. Il a violé personne. Et puis il va devenir une star parce que il marque des buts pour l'équipe de Trinquant. Trinquant. But. C'est le slogan du film et c'est formidable. Donc vous voyez, nous passons du foot féminin à Trinquant. Il est 11h45. Regardez, cette musique, elle est formidable. Ça, c'est une des plus jolies musiques. Pierre Bachelet l'avait écrite. Ah, mais c'est connu. Une des plus jolies musiques de film de tous les temps de l'univers.